Et je cède le micro à Richard de 16. Rebonjour Richard. Nous Bonjour recevons, Liselotte. comme tous les mardis, Mériadec Raffray, rédacteur en chef de Valeurs Actuelles Monde. Bonjour Bonjour Mériadec Raffray. Liselotte, bonjour Richard. Alors, on s'est dit qu'on allait parler de la coalition des volontaires parce que ça fait partie de ces discours qui enflamment le cœur des Français dès que Macron prend le micro pour nous expliquer que nous allons porter la civilisation et la paix d'un pôle à l'autre. Nous sommes tous enthousiasmés, je me permets de le citer longuement. Nous nous sommes mis en capacité d'apporter les moyens d'une régénération de l'armée ukrainienne pour qu'elle puisse non seulement résister à toute nouvelle attaque, mais dissuader la Russie de toute nouvelle agression. C'est le premier pilier des garanties de sécurité, le plus important, le plus indispensable. Et donc, nous avons rassemblé les contributions de tous les pays. Voilà, ça, c'est son discours à la coalition des volontaires, le discours de clôture. Et là, on s'est dit, Poutine a perdu. Vous avez raison Richard, je crois que ce dossier-là est d'abord un dossier important, il est même majeur je pense dans ce qui se passe aujourd'hui au niveau géopolitique, et il est aussi représentatif en fait des forces et des faiblesses non seulement de l'Europe mais également de Emmanuel Macron. Donc il y a plusieurs niveaux de lecture en fait, et ce que je vous propose si vous voulez c'est de décrypter peut-être pour vos auditeurs ce sujet qui est qu'on peut caricaturer facilement. Je pense que cela mérite d'être un peu plus nuancé, un peu plus fin dans l'approche, dans l'analyse de ce sujet, parce qu'il peut avoir évidemment des conséquences majeures pour la sécurité européenne. Et je vais commencer en fait par la fin, c'est-à-dire pour rester dans l'actualité, puisque c'est notre métier à tous les deux. Ce week-end, la Russie en fait a répondu à Emmanuel Macron d'une certaine façon. On a vu une intensité inégalée des tirs de drones et de missiles sur l'Ukraine dans la nuit de samedi à dimanche dernier. Pour la première fois d'ailleurs, un des bâtiments du gouvernement ukrainien à Kiev a été touché. Alors je m'empresse de signaler que c'est toujours compliqué de savoir quelle est l'intentionnalité des tirs, puisque dans la masse, on parle de 800 drones, si vous voulez, qui ont couvert toute l'Ukraine, dont une grosse partie sur Kiev, une vingtaine de missiles, une quinzaine de missiles de croisière, notamment des missiles Iskander. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, par le jeu des systèmes de brouillage de la défense anti-aérienne et des tirs de défense anti-aérienne les erreurs, les taux techniques d'erreur de tir, certains des missiles russes peuvent atterrir là où à l'origine ils n'étaient pas destinés, ce qui parfois peut produire des dommages collatéraux et qui se traduit in fine dans la propagande de Kiev, mais aussi, et c'est plus embêtant, de Paris, par, et je parle notamment d'Emmanuel Macron, par les Russes assassinent des civils. Je cite Emmanuel Macron. Aujourd'hui, on sait, tous les analystes sont d'accord pour dire que les Russes ne ciblent pas délibérément des civils. C'est une chose importante. Et je reviendrai sur le discours d'Emmanuel Macron, mais ça fait partie en fait de ce que certains appellent une manière de tirer la couverture à soi et d'autres manipuler les faits à son avantage. Et donc, en réalité, la Russie a dit aux Européens, et en particulier à la France, continuez votre petit jeu, ça ne changera pas nos objectifs. Et d'ailleurs, la réunion au sommet à l'Élysée le 4 septembre dernier, dès le lendemain, le 5, depuis Vladivostok, où il était arrivé après la séquence au sommet en Chine, pour présider le forum de l'extrême-orient russe, Vladimir Poutine a répondu au micro donc devant les médias en disant « Si les Européens déploient des troupes au sol en Ukraine, elles constitueraient, je le cite, une cible légitime. » Et en fait, ce qu'il faut bien rappeler, mais ce que vos auditeurs savent, c'est que l'un des objectifs ou l'une des causes, c'est la même chose, du déclenchement de l'invasion ukrainienne par la Russie le 24 février 2022, c'est le refus de la Russie de voir des troupes de l'OTAN en Ukraine, la progression de l'OTAN en Ukraine. Et donc, dire aujourd'hui que l'on pourrait demain, et après on va rentrer dans le détail, que l'on pourrait demain projeter des troupes ukrainiennes, des troupes de l'OTAN sur le sol ukrainien,
est soit une provocation délibérée, ou pire, ne pas avoir encore compris les ressorts profonds et réels du conflit qui s'est déclenché en 2022 en Ukraine, si vous voulez. On pourrait même imaginer que c'est une rodomontade aussi. J'allais y venir, une forme de provocation, donc une rodomontade. J'allais y venir. Et donc, si vous voulez, pour bien comprendre les enjeux de cette séquence, qui pour moi est, je pense, importante, c'est qu'est-ce que la coalition des volontaires ? Et là, je vais revenir un an en arrière. La coalition des volontaires, c'est un objet, un ovni, un objet au macronien non identifié, un omni en fait. Bon, c'est pas un objet non identifié, c'est une espèce de déclinaison de ce que les Occidentaux avaient l'habitude de faire quand il y avait des conflits. Ça a commencé par les casques bleus, puis ensuite des troupes d'interposition un peu plus musclées. Et là, ils veulent refaire le même coup. C'est une idée qui a germé en fait... dans la tête de nos généraux et colonels d'état-major il y a à peu près un an, en se disant qu'est-ce que l'on pourrait apporter sur un plateau à Emmanuel Macron pour qu'il puisse mettre en œuvre son dessein politique. On est en février 2024, c'est-à-dire se rétablir sur la scène internationale comme un leader pour masquer, effacer, ça c'est son rêve, ses échecs successifs et son effacement ou son éviction de fait sur la scène politique intérieure. Et là en fait, Emmanuel Macron joue la carte suivante. Il décide de prendre le lead, de prendre la tête, pour parler français, du camp des anti-russes, des Européens qui s'opposent à la Russie. Et pour monter sur cette estrade et obtenir le podium, il met en avant le fait qu'il, déjà en février de l'année dernière, qu'il faudrait donc opposer des troupes aux Russes pour dissuader la Russie de continuer à envahir l'Ukraine. Imaginons la portée en fait de cette pensée, si l'on peut l'appeler ainsi, géopolitique, qui dans la foulée évidemment déclenche un tollé dans les capitales européennes et aux États-Unis. Chemin faisant, on arrive en février 2025. En mars 2025, au moment où les Américains concrétise ce que les analystes avaient anticipé, des grandes retrouvailles russo-américaines sans les Européens. Et là, c'est la deuxième étage de la fusée. C'est-à-dire, non seulement, en fait, Emmanuel Macron, personnellement, comment dirais-je, a trouvé, en fait, un mantra, enfin, pense avoir trouvé un mantra pour reprendre le lead sur la scène internationale, mais en plus... il imagine, et il n'est pas le seul, les Britanniques, il imagine pouvoir recréer un front européen suffisamment, en tout cas si ce n'est fort, du moins embêtant, pour facialement obliger ou contraindre l'Américain Trump à réintégrer les Européens dans sa négociation unilatérale avec les Russes. Et en fait... c'est là où Emmanuel Macron semble triomphe en tout cas sur le perron de l'Élysée en disant nous sommes, nous Européens, donc les fameux 35 membres de la coalition des volontaires. En réalité, il n'y a pas que les Européens, mais il y a aussi des Australiens, des Japonais, des Canadiens. Enfin, on retrouve en tout cas les Européens plus les Otaniens, pour faire simple. Il triomphe sur le perron de l'Élysée en expliquant ça y est, nous sommes enfin d'accord sur... la nature des garanties en fait que nous pourrions, nous Européens, accorder à l'Ukraine dans le cadre d'une fin des hostilités officialisées par les Russes et les Américains. Elles sont de trois. Si je suis trop lent, vous m'arrêtez parce que... Non. Voilà. J'ai des questions. Et voilà. Et vous avez le chronomètre. Et elles sont de trois natures. Et c'est intéressant parce que tout aujourd'hui tourne autour de cela. Elles sont de trois ordres. La première, en fait, des garanties est une garantie. Enfin, je reprends la terminologie en fait des Européens, est une garantie qui fonctionne déjà, qui est déjà active. C'est depuis plusieurs années. C'est le fait que les Européens assument
un effort, un appui à l'armée et au gouvernement ukrainien sous forme de financement, d'équipement et de formation. Et on revient là à l'extrait du discours que vous citiez d'Emmanuel Macron. Il y a aujourd'hui un certain nombre des milliers en fait de soldats, de jeunes soldats ukrainiens ou moins jeunes, qui passent entre les mains des formateurs, en particulier français et britanniques, pour être modelés, professionnalisés, pour recevoir des formations d'expertise et être réinjectés ensuite sur le front ukrainien. On estime, sans rentrer dans les détails et à la grosse louche, qu'environ 15 000 soldats ukrainiens sont déjà passés entre les mains des formateurs britanniques et français. Les Français qui forment ces Ukrainiens sur le sol français, mais également en Pologne. Et on peut imaginer aussi qu'il y en ait peut-être quelques-uns déjà sur le terrain. Et tout cela va bientôt, je pense, être éclairci. Et l'idée, en fait, c'est il y a une ligne rouge explicitée par les Européens, en particulier par les Français, qui m'avait été d'ailleurs dévoilée, ou en tout cas appuyée comme telle par Sébastien Lecornu dans un grand interview qu'il m'avait donné début juillet, avant 14 juillet. C'était de dire que la ligne rouge des Européens en Ukraine, c'est pas de démilitarisation de l'Ukraine. L'idée est la suivante, c'est que si... Et c'est un des buts de guerre affichés de Vladimir Poutine, je le rappelle quand même. Pas d'OTAN, démilitarisation de l'Ukraine, neutralisation de l'Ukraine. Et l'idée des Européens est de dire que s'il n'y a plus d'armée à ce moment-là, il n'y a plus d'État ukrainien. Première des garanties. Deuxième des garanties, et c'est, je dirais, la plus engageante militairement et la plus symbolique politiquement, c'est la constitution, l'esquisse en tout cas, de ce que les Européens appellent une force de réassurance. Qu'est-ce que c'est que cette force de réassurance dans l'esprit des Européens et des stratèges militaires? C'est la capacité à déployer sur le sol ukrainien, dans les airs ukrainiennes et en mer au large de l'Ukraine, des soldats, des avions et des navires de guerre pour à la fois surveiller les modalités futures d'un cessez-le-feu, d'un armistice, d'un accord de paix. Les trois termes ont été prononcés par Emmanuel Macron, mais également et aussi, et là on passe à un niveau supérieur, envoyer, je cite, un signal stratégique aux Russes en disant « Attention les Russes, si vous étiez tentés de violer les garanties de paix que vous avez signées ou l'accord qui aurait été signé, à ce moment-là, cette force de réassurance serait automatiquement... s'activerait automatiquement en appui, si vous voulez, des Ukrainiens. On parle de combien d'hommes? Alors tout ça, c'est encore évanescent. Emmanuel Macron assure que la planification militaire est terminée, est tout à fait significative. On parle de quelques dizaines de milliers d'hommes, plutôt 10, 15, 20 000 peut-être, ou peut-être 10 000. Tout ça, ça reste encore à échafauder. Je crois que les termes exacts qui sont employés pour le moment, c'est plus de 10 000 soldats. Donc, sachant qu'il y a... C'est de cet ordre-là. Il y a un an, on en promettait 100 000. Voilà, c'est de cet ordre-là, sachant que ce que l'on sait aussi, même si c'est pas officiel tout ça, où on le devine, c'est que les deux principaux contributeurs de troupes au sol seraient nous les Français et nos amis ou nos partenaires britanniques, et c'est là où Emmanuel Macron a péroré sur le perron de l'Élysée le 4 septembre, c'est cette force de réassurance y participerait sur les 35 pays de la coalition, y participerait 26, si je ne dis pas de bêtises, 26 pays membres. Et c'est là où les choses commencent à dévier et devenir une instrumentalisation. Je m'explique, c'est que dans ces 26 pays membres, on trouve... Alors, il y a évidemment le Liechtenstein, le Luxembourg, et ce que vous voulez, c'est des gens qui sont là de manière symbolique, mais il y a surtout donc les Britanniques, les Français, les Allemands, les Italiens, les Polonais, les Espagnols. Or, que ce soit Berlin, Varsovie, Rome et peut-être aussi Madrid, ces quatre grandes capitales veulent être à la table des discussions
de cette force de réassurance, tout simplement pour être dans le jeu. Vous savez, comme disaient les Américains, quand on n'est pas à la table, on est au menu. Bon, donc ils veulent en être, mais ils avaient conditionné la nature de leur participation au troisième niveau de garantie, une forme de réassurance cette fois, non pas des Européens, mais des Américains en faveur des Européens. C'est le fameux filet de sécurité qu'exigent les Européens, que demandent les Européens à Donald Trump pour déployer les troupes au sol. Filet de sécurité, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que dans la mesure où les Européens mettraient les troupes au sol, les Américains seraient prêts à apporter des garanties militaires solides aux Européens. C'est globalement... Des garanties militaires, c'est-à-dire un appui en matériel, un appui en surveillance satellite, un appui en renseignement. Vous avez raison de poser la question. Là encore, les choses sont très floues et pas figées. En fait, contrairement à ce qu'a dit Emmanuel Macron sur le perron de l'Élysée, il a dit... Pour la première fois, Donald Trump a été très clair dans les garanties, les engagements qu'il a pris à nos côtés. Je cite les termes d'Emmanuel Macron. La réalité est évidemment complètement différente. D'ailleurs, on sait que Donald Trump, qui a eu un échange téléphonique ce 4 septembre avec les partenaires d'Emmanuel Macron, était très remonté. Vous allez me dire, c'est pas la première fois contre les Européens. Ce que l'on sait de manière certaine et ce que l'on imagine. Ce que l'on sait, c'est que Donald Trump a dit... et tout le monde est d'accord pour dire que Donald Trump ne veut pas engager l'armée américaine en Ukraine. Première chose. Deuxième chose, Donald Trump, en matière de sécurité, ne veut pas donner de troupes et de financement. Donc à partir de là, on peut imaginer, et en fait c'est la discussion actuelle, qui a été d'ailleurs assez bien résumée par l'ambassadeur Gérard Araud, l'ex-ambassadeur de France aux États-Unis, c'est que Donald Trump, qui ne veut s'engager qu'à minima en Ukraine, est en train de réfléchir et hésite et est en train de discuter sur la nature d'une forme d'engagement auprès de ses alliés vassaux, comme je les appelle, c'est-à-dire les Européens, qui serait suffisamment engageante politiquement, mais qui ne serait pas engageante du point de vue de son nouveau partenaire Vladimir Poutine. Et c'est là où on arrive à tout un flou. Donc on pourrait imaginer de la logistique, on pourrait imaginer effectivement du renseignement, on pourrait imaginer un certain nombre de choses comme ça. Et c'est là où Emmanuel Macron a tiré la couverture à lui en disant non seulement les choses ont été pour la première fois très claires du côté de Washington, mais également Washington se serait engagé désormais à un processus de coordination concernant de nouvelles sanctions économiques contre Vladimir Poutine, des sanctions primaires, mais également des sanctions secondaires contre les alliés de Vladimir Poutine. Et Emmanuel Macron, n'ayant peur de rien, et c'est à cela qu'on le reconnaît, a même cité la Chine. Imaginez Emmanuel Macron faire peur à la Chine et imaginez Donald Trump apposer des sanctions sur le pétrole que la Chine ou le gaz que la Chine achète à la Russie. Eh bien, cher Richard, si cela arrive, nous en discuterons, nous en reparlerons tous les deux. Ce sera vraiment un tournant dans la géopolitique. Et je voudrais revenir sur cette coalition. Donc, évidemment, vous l'avez souligné à juste titre. Voilà, Emmanuel Macron a endossé ce costume de chef de guerre qui, croit-il, lui sied à merveille, pour expliquer que, voilà, maintenant, tiens-toi bien, Poutine, tremble. Et en même temps, lorsqu'on interroge Volodymyr Zelensky sur cette coalition des volontaires, il explique que c'est quelque chose de très théorique. Et là, le mot théorique est celui qu'il emploie. En fait, qu'il y a des garanties théoriques pour un cessez-le-feu théorique. Voilà. Alors, c'est là où il y a deux niveaux d'analyse. On peut faire deux niveaux d'analyse de ce qui s'est passé. D'un côté, prenons l'analyse positive du point de vue des Européens. D'un côté, il est vrai que pour la première fois, les Européens présentent un front uni dans la grande négociation américano-russe. Et ça, c'est factuel. C'est-à-dire, facialement et sans aller derrière la scène, il y a aujourd'hui 26 pays qui sont prêts officiellement à s'engager. Les uns, et ils sont les minoritaires, avec des troupes au sol en Ukraine, les autres en fournissant des bases, de la logistique, du pétrole, du renseignement, de ce que vous voulez. J'y suis, je participe. On peut pas, et c'est en quelque sorte une victoire politique à mettre quand même au crédit d'Emmanuel Macron, même si on peut aussi nuancer ça en disant que, en imaginant que les Européens n'avaient pas d'autre choix
aujourd'hui que de présenter à minima un front uni officiellement. Vous voyez le truc. Bon, maintenant, si on prend dans un deuxième niveau d'analyse, quelle peut être la réalité de la concrétisation réelle de cet engagement politique. Et c'est là où les Athéniens s'atteignirent, où les Européens s'atteignirent, c'est que, et d'ailleurs Emmanuel Macron l'a bien souligné, cette force de réassurance ne prendra corps qu'à une seule condition, c'est qu'il y ait un accord, appelons-le comme on veut, un cessez-le-feu, un armistice, un accord de paix, dans lequel une clause édictera que les Russes, les Ukrainiens, les Américains sont d'accord. Donc les Russes, en fait, sont d'accord pour un déploiement de troupes en Ukraine. Cela, de mon point de vue, ne risque pas d'arriver tout de suite maintenant, sauf un retournement stratégique majeur à Moscou. Les choses sont figées. Moscou a dit pas de troupes au sol. Donc et Macron lui-même dit que les troupes seront stationnées, je cite, dans des zones qui restent à définir. Voilà, dans une géographie à définir. Le terme exact, la géographie. Voilà. C'est un peu vaste. Et en fait, si vous voulez, c'est là où on est toujours dans l'ambiguïté et le cynisme macronien, c'est que à défaut d'avoir un accord sur le déploiement. D'abord un accord tout simplement et ensuite un feu vert pour le déploiement de troupes en Ukraine. On imagine assez bien que ces troupes iraient non pas en Ukraine mais de l'autre côté de la frontière. Ce qui permettrait aux Européens de sauver la face en disant « Voyez, nous avons réussi à imposer un certain nombre de garanties dans les accords de sécurité. Nous sommes les partenaires et nous sommes les parrains, les véritables parrains de l'Ukraine. Et grâce à nous, l'Ukraine aura des garanties de sécurité face à la Russie. » Donc, d'une manière ou d'une autre, Emmanuel Macron compte bien retomber sur ses pattes. Bon, la réalité, c'est que nous sommes dans une politique fiction. C'est ce qu'on pourrait appeler, si l'on voulait être dur avec Emmanuel Macron et les Européens, le grand bluff des Européens. Et c'est là où quand même il faut nuancer, c'est qu'on voit bien que Donald Trump ne peut pas écarter d'un revers de la main politique cette manœuvre européenne qui présente un front uni devant lui. Maintenant, et c'est là où c'est le troisième niveau de lecture, il y a un troisième niveau de lecture. Ces derniers jours, on entendait en fait, aussi bien à Washington qu'à Moscou, les Européens sont des obstacles à la paix. Là, ça devient beaucoup plus intéressant et grave, parce que si c'est la réalité, et je ne sais pas si c'est la réalité, il faut être très prudent dans ces dossiers-là. D'autant que c'est la Russie qui a déclenché la guerre. Donc voilà. Et en fait, on ne sait pas où en est Washington exactement. C'est un peu compliqué de lire les avancées à Washington, mais de facto, en fait, et c'est ce qu'a dit d'ailleurs le porte-parole du Kremlin, évidemment, ils ont sauté sur l'occasion hier, il a dit la diplomatie est impossible avec les Européens, nous continuons l'opération militaire spéciale. Une chose est sûre, selon moi, c'est que cette équation occidentale, comprenant donc des données américaines et européennes, incite Vladimir Poutine à ne rien lâcher militairement, non seulement à ne rien lâcher, mais à continuer à avancer ses pions sur le terrain. Pour obtenir ce que j'avais écrit il y a quelque temps déjà, c'est pour obtenir une capitulation d'une manière ou d'une autre qui évidemment faciliterait les négociations avec les Européens. Parce qu'une fois que l'Ukraine capitulera, les questions de réassurance et les questions de démilitarisation de l'armée ukrainienne seront beaucoup plus faciles du point de vue russe à négocier. Et là, peut-être pour terminer, petite analyse en fait du front, c'est que il est évident aujourd'hui, mais ça fait longtemps, mais là c'est encore plus vrai, c'est que l'initiative et la poussée du côté russe. Et en même temps, donc sur tout le front, avec un certain nombre de points d'attention particuliers au sud du front, au sud de la région de Donetsk et au nord, entre la région de Krasny-Liman et de Soumy, pour ceux qui suivent un peu le front, il y a un certain nombre de poussées russes, un certain nombre on voit se dessiner en fait des mouvements d'encerclement des forteresses ukrainiennes inviolées jusqu'à présent, comme Kramatorsk, Slaviansk, Pokrovsk, Dniepro, Zaporijie, pardon.
pardon. Et donc, on voit bien que le front... la position ukrainienne est de plus en plus compliquée, de plus en plus douloureuse, mais un certain nombre d'experts, et j'en fais partie, pensent que les choses peuvent durer encore plusieurs mois comme ça, car le rapport de force est supérieur sur le front en faveur des attaquants, des agresseurs, des ceux qui sont à l'offensive, mais il y a une espèce de rééquilibrage dans le sens où quand vous sortez de votre tranchée pour pousser, pour essayer de pousser l'ennemi et de prendre sa position, vous êtes beaucoup plus vulnérable, et donc tout de suite les taux de perte sont beaucoup plus importants, les consommations de munitions, etc. sont plus importants, et donc il y a une espèce de rééquilibrage, et il faut quand même, il faut dire, je pense que les Ukrainiens sont au bord du gouffre, mais pour l'instant ils tiennent la tranchée. On pourra revenir un autre jour sur la manière dont ils se battent, mais les choses sont compliquées, mais la défense tient. Donc on est toujours dans ce mouvement qui consiste à grignoter et à neutraliser le plus possible en fait de militaires ukrainiens sur le front du côté russe, sans évidemment, tout en épargnant au minimum la vie des hommes. C'est un euphémisme parce que les taux de perte sont quand même très très élevés, et c'est évidemment dans cette optique-là, c'est celui qui a le plus de réserves d'hommes, de munitions, etc., qui peut l'emporter, et aujourd'hui la Russie est plutôt la donnée gagnante, mais moi je ne sais pas en tout cas à quel horizon. Cette coalition des volontaires, il nous restera 1 minute pour traiter ma question, cette coalition des volontaires est une épine dans le flanc de Trump et dans le flanc de Poutine, parce que l'Europe refuse de s'avouer vaincue et évacuée du débat. C'est un soutien réel en fait apporté à Zelensky, même si Zelensky dit que c'est théorique. Malgré tout, il y a une réserve de puissance qui est là. Oui. Est-ce que on peut dire que pour une fois, Emmanuel Macron, quels que soient ses motifs personnels de gloriole, a joué un coup intelligent, ou au contraire, est-ce qu'Emmanuel Macron est en train de précipiter l'Europe dans quelque chose de très hasardeux? C'est une bonne question, et je vais essayer d'être relativement nuancé. Je pense que c'est un beau coup d'Emmanuel Macron, et même si les choses ne se font pas, il en restera quelque chose d'un point de vue militaro-politique, et là il faut le dire, les Français sont à la manœuvre avec les Britanniques, et il y aura des bénéfices militaro-politiques de cette affaire-là. Mais je voudrais nuancer en disant que le problème avec Emmanuel Macron, c'est qu'il prend des chemins qui sont des chemins qui ne conduisent pas à la paix, et qui peuvent conduire par un certain nombre de péripéties, plutôt à une forme d'escalade. Et moi, je suis pas inquiet, mais très vigilant sur cet aspect des choses. Merci beaucoup, Mériadec Raffray, et à la semaine prochaine pour une nouvelle passionnante analyse du monde contemporain. Merci beaucoup, Richard.